Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire intitulé Le Privacy by Design, quelle mise en œuvre dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Ce webinaire est organisé par le cabinet Accence. Je suis Émilie Barrault, juriste en charge du RGPD et doctorante en droit du numérique. Bonjour, je suis Patrick Nétali, délégué à la protection des données, responsable de projet au sein du cabinet Accence. Nous accompagnons les clients du cabinet Accence pour deux missions, leur mise en conformité au RGPD et en tant que délégué à la protection des données avec le service dédié. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation du cabinet. Le cabinet Accence, c'est à présent une vingtaine de collaborateurs, majoritairement composés d'avocats et de juristes. Le cabinet intervient dans différents domaines du droit, tels que le droit des associations et des fondations, le droit du travail, les conventions collectives et statuts spécifiques aux établissements sociaux et médico-sociaux, le contentieux de la tarification, mais aussi le droit à la protection des données personnelles depuis l'entrée en vigueur du RGPD en 2018. Pour cela, le cabinet Accence a créé un service RGPD dédié. Il s'organise en deux pôles, le pôle juridique et le pôle technique. Le pôle juridique rassemble avocats et juristes pour la réalisation d'audits juridiques, la révision de clauses RGPD, la réponse aux questions et l'accompagnement à l'interprétation du règlement. La compréhension du RGPD nécessite aussi une expertise technique puisque nous sommes aussi interrogés sur la manière dont les données peuvent être sauvegardées sur un serveur par exemple. Le pôle technique apporte son expertise sur la mise en pratique de la réglementation. En effet, l'entrée en vigueur du RGPD impose des nouvelles obligations telles que la cartographie des données, la tenue des registres des activités de traitement ou encore la préparation des analyses d'impact. Cette mise en conformité continue nécessite un suivi de manière automatisée pour chacun des 500 établissements et services accompagnés. C'est pourquoi le cabinet Accence a développé un logiciel de suivi de la mise en conformité au RGPD. Ce logiciel est mis à la disposition des clients pour leur apporter une prestation personnalisée. Au cours de ce webinaire, il s'agira dans un premier temps de définir le concept de Privacy by Design, ensuite de déterminer quels sont les changements entraînés par l'entrée en vigueur du RGPD et enfin de savoir concrètement comment mettre en œuvre ce principe au sein de vos établissements ou services. Des petits quiz vous sont proposés tout au long de ce webinaire. N'hésitez pas à participer via le chat ou directement en cliquant sur vos écrans. À la fin de ce webinaire, nous restons à votre disposition pour quelques questions sur le sujet. Donc, commençons tout de suite par découvrir le concept. Alors, le concept de Privacy by Design n'est pas une nouveauté. C'est une idée qui a été développée durant les années 1990 par Anne Cavoukian, la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario au Canada. Le Privacy by Design s'articule dans ce concept autour de 7 principes fondamentaux. L'adoption de mesures préventives et non correctives permettant d'empêcher ou de limiter les potentielles violations de protection de données personnelles. C'est également mettre en œuvre un principe de protection des données personnelles par défaut, c'est-à-dire une protection automatique et implicite de ces données. C'est également prendre en compte la protection de la vie privée dès la conception des systèmes de collecte de données personnelles et d'adopter les bonnes pratiques à cet effet. C'est également la sécurité et la protection de la vie privée des personnes concernées et elles doivent être assurées à tout moment et tout au long du projet de la sécurité. La protection des données doit être également holistique et optimale, autrement dit, une sécurité de bout en bout, durant toute la durée de conservation des données. Il faut également se montrer transparent dans nos pratiques vis-à-vis des données à caractère personnel. Enfin, respecter la vie privée des utilisateurs en privilégiant les intérêts des particuliers. Ces principes sont importants
car il s'agit de faire en sorte que la protection de la vie privée soit all inclusive. Alors ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un pro en anglais, et non une option parmi tant d'autres. Le concept de protection de la vie privée dès la conception, ou le privacy by design en anglais. Alors ce principe repose sur la protection de la vie privée de la personne dont on traite les données. On doit intervenir dès la conception du système informatique, par exemple. Le but est donc de prévenir en amont les failles en matière de confidentialité en mettant la technologie au service de la vie privée. Alors, Émilie, qu'est-ce que le RGPD a conservé de ce principe? Alors, ces principes nous donnent en fait une vision plus large de ce concept de privacy by design. C'est l'article 25 du RGPD, intitulé « Protection des données dès la conception et protection des données par défaut » qu'il prévoit. Le principe de protection des données dès la conception signifie que votre établissement doit désormais intégrer la protection des données à caractère personnel dès la conception des projets liés au traitement de données à caractère personnel. Cela permet alors de minimiser les risques de non-respect au RGPD lors d'un traitement de données. Selon ce principe, chaque mission d'un établissement ou d'un service, impliquant donc le traitement de données, doit désormais être effectuée en tenant compte de la protection et du respect de la vie privée des utilisateurs. Le privacy by design implique donc une prise en compte de la protection de la vie privée des utilisateurs avant même la conception d'un système informatique. À titre d'exemple, lorsque vous travaillez sur un projet de dématérialisation des bulletins de paie ou d'informatisation du dossier de l'usager, vous tenez compte du principe de privacy by design. À la différence, le privacy by default, la protection de la vie privée par défaut, est un principe s'appliquant une fois qu'un produit ou un service a été rendu public, par exemple un logiciel. Les standards en matière de protection des données personnelles s'appliquent alors par défaut, et ce, sans l'exercice de manipulation extérieure permettant la protection. Cette protection de la vie privée par défaut est la garantie d'un niveau maximal de protection des données à caractère personnel. À titre d'exemple, lorsque vous utilisez une messagerie sécurisée, telle que MS Santé, vous appliquez inconsciemment le principe de privacy by default. Au regard du RGPD, qu'est-ce que ça change? L'entrée en vigueur du RGPD a poussé les établissements et services médico-sociaux à se responsabiliser vis-à-vis du traitement des données personnelles. Vos services, vos établissements ont dû passer d'un régime basé sur l'autorisation ou la déclaration de traitement des données à une véritable logique de responsabilisation qu'on désigne en anglais par l'accountability. Pour rappel, dans notre secteur, nous étions amenés donc à déclarer auprès de la CNIL des fichiers informatisés, par exemple concernant le dossier de l'usager, ou des systèmes de vidéosurveillance dans certains cas uniquement. Ce n'est plus le cas. À présent, les ESMS doivent apporter la preuve à tout moment de leur conformité auprès des autorités de contrôle, mais aussi des usagers ou salariés. Pour vous aider dans cette nouvelle démarche, des référentiels spécifiques au secteur médico-social ont été rédigés par la CNIL. Ils vous ont été présentés par le cabinet récemment. Si le sujet vous intéresse, il vous est possible de visionner les webinaires sur ce sujet sur notre chaîne YouTube. Le responsable de traitement est donc tenu responsable, doit respecter les obligations du respect des règles imposées par le RGPD. Ce principe de privacy by design implique un véritable effort de transparence pour l'établissement ou le service qui crée ainsi un lien de confiance avec les personnes dont il traite les données, que ce soit des usagers, des salariés ou encore des partenaires. Donc concrètement, comment faire, Patrick? Alors, concrètement, pour chaque nouvelle application technologique,
ou commercial, chaque produit ou service traitant des données à caractère personnel, vous devez choisir et offrir aux personnes dont vous traitez les données le plus haut niveau de protection. Particulièrement, garantir la protection de la vie privée, et ceci dès la conception. Cette démarche concerne la mise en place de nouveaux traitements tels qu'un logiciel de gestion du dossier de l'usager, un logiciel de paye, comme me disait Émilie, un système de vidéosurveillance, de vidéoprotection, la télésurveillance, la téléassistance, un système de géolocalisation. Il faut donc anticiper ces mises en place et intégrer dans le cahier des charges, au sens large du projet, les grands principes du RGPD. Cette démarche devra prendre et permettre également de faciliter le maintien de cette conformité pendant toute la durée du traitement. C'est donc le Privacy by Design. Le principe de Privacy by Design doit être pris en compte avant chaque projet. Effectivement, il faut mettre en place une démarche avec, par exemple, un groupe de travail ou un groupe projet qui va recenser les besoins, identifier les risques, afin de préparer et d'anticiper tous les impacts pour les personnes concernées. Il faut pour cela impliquer la direction, le responsable informatique, les utilisateurs et même les personnes concernées par le traitement. Plus le champ fonctionnel sera couvert, plus vous pourrez répondre en termes de sécurité dans le cadre du RGPD. Il est important de solliciter également le DPO pour avoir un avis, un recul concernant les mesures à prendre en termes de RGPD. Alors, travaillons donc en mode projet alors. Si vous souhaitez mettre en place la dématérialisation des bulletins de paie au sein de votre établissement ou votre service, selon vous, un salarié peut-il s'opposer à la dématérialisation de son bulletin de paie? Donc, vous êtes une majorité à avoir répondu par l'affirmative à cette question. Donc, selon vous, un salarié peut-il s'opposer à la dématérialisation de son bulletin de paie? C'est bien vrai, tout à fait. Donc, initié par la loi du 12 mai 2009 de simplification, de clarification du droit et d'allègement des procédures, la dématérialisation des bulletins de paie était à l'origine conditionnée par l'accord préalable des salariés. Par la suite, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi travail ou loi El Khomri, a supprimé cette condition. Depuis le 1er janvier 2017, la décision de dématérialiser les fiches de salaire revient donc exclusivement à l'employeur. Cependant, chaque salarié peut s'opposer à recevoir ses bulletins de paie au format électronique, s'il le souhaite, selon l'article L. 3243-2 du Code du travail. Donc, en pratique, l'employeur doit informer le salarié que son bulletin de salaire est désormais dématérialisé, au minimum 1 mois avant le premier envoi du bulletin de salaire, et il doit aussi également le prévenir de son droit d'opposition à cette dématérialisation. Donc, dans le cadre du Privacy by Design, pensez à réaliser un sondage avant de vous lancer dans un tel projet. Prenons un autre exemple, celui de la mise en place d'un logiciel de gestion du dossier des usagers dans un établissement comme le vôtre, en abordant les 5 principes du RGPD. Commençons tout d'abord par le principe de finalité. Ce principe suppose que le traitement des données doit être effectué dans un but précis et légitime. Donc effectivement, ce principe de finalité clairement défini peut se traduire donc dans un cahier des charges de plusieurs manières. Par exemple, il convient avant tout de définir l'objectif de l'installation du nouveau logiciel. À quoi vont servir les informations collectées et traitées? Quelle va être la finalité de l'outil? Par exemple, améliorer l'accompagnement des usagers. Pour améliorer l'accompagnement des usagers, il faudra que l'outil permette aux utilisateurs de traiter toutes les données nécessaires à l'accompagnement de manière complète et sécurisée, mais également qu'il limite le traitement aux stricts besoins de l'objectif. Comme chaque professionnel n'a pas les mêmes missions,
Il faudra également limiter l'accès et le traitement de l'information en fonction des finalités de l'action de chaque membre de l'équipe. On voit là que les finalités sont à déterminer précisément dès leur mise en place du traitement et qu'elles ont un impact sur l'ensemble de la mise en œuvre de l'outil. Le deuxième grand principe à prendre en compte est le principe de proportionnalité. Il faut adapter le traitement des données aux objectifs poursuivis que vous avez définis au préalable. Par exemple, ne collecter que les données nécessaires à l'accompagnement, mais également autoriser l'accès aux données aux seules personnes qui en ont l'usage. Dans le cadre du Privacy by Design, cela se traduit très concrètement par l'intégration dans le cahier des charges de contraintes telles que gérer les accès utilisateurs, avoir la possibilité de définir des profils utilisateurs pour limiter l'accès en fonction du poste et donc des besoins en termes de données de chaque personnel. Il faut également limiter les zones de saisie en insérant un menu déroulant avec une liste de choix. Émilie? Donc oui, à ce propos, l'utilisation de zones de commentaires libres, dite également zone bloc-notes, est une pratique courante au sein de nombreux organismes qui est autorisée. Elle permet par exemple de personnaliser la relation ou les transmissions entre professionnels. Néanmoins, son usage comporte des risques au regard de la vie privée. La CNIL, qui a déjà sanctionné à plusieurs reprises ces dérives, rappelle les réflexes à adopter et il est intéressant d'en citer quelques-unes. Dans ces zones, il est important de rester objectif, jamais excessif ou insultant. Une attention particulière doit être prise aux données sensibles visées par l'article 9 du RGPD. Il s'agit par exemple des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes concernées. Ces informations ne peuvent être, sauf exception, renseignées qu'avec le consentement express des personnes. En l'absence de ce consentement, il faut se limiter à l'usage de termes neutres et objectifs tels qu'en matière de santé, hôpital, hospitalisation ou maladie longue durée, et ne pas préciser la pathologie affectant la personne concernée. Effectivement, c'est très important, Émilie. Avec ces éléments-là, nous pourrons respecter le principe de proportionnalité. Donc, autre principe, le principe de conservation. Il est très important de définir des durées de conservation et de gérer de manière plus précise l'archivage et la suppression des données via les logiciels que vous utilisez. Je rappelle que les données à caractère personnel sont périssables et que la date de fin de consommation correspond à la fin de la finalité, à la fin de l'objectif poursuivi. De plus, les données non exactes doivent être supprimées ou mises à jour le cas échéant. Dans le cadre du Privacy by Design, il faut anticiper la gestion de ces durées de conservation, de l'archivage et bien sûr, à l'échéance, de la suppression des données. Pour cela, votre cahier des charges doit prévoir la possibilité de gérer l'archivage, c'est-à-dire de limiter l'accès à certaines informations et à certains professionnels lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à l'accompagnement. Par exemple, l'accompagnement nécessite un accès aux données par les professionnels. Lorsque l'usager quitte le service, les données peuvent être conservées pour d'autres finalités, pour faire des déclarations, pour faire des statistiques ou en cas de contrôle, elles seront archivées et supprimées à l'échéance. En effet, l'outil devra permettre d'archiver, de supprimer ces données. L'idéal est de prévoir le paramétrage des durées de conservation qui permettront d'activer une alerte lorsque les données doivent être archivées ou supprimées. Il faut donc prévoir de pouvoir dater les données ajoutées par le personnel au fur et à mesure, pouvoir paramétrer les durées de conservation en fonction des données à conserver, recevoir des notifications lorsque la durée de conservation arrive à son terme. Émilie, le Privacy by Design doit nous permettre également de tenir compte dans nos projets du respect des droits des personnes. Tout à fait. Le respect du droit des personnes, c'est prioritairement l'obligation d'informer les usagers, les salariés ou toutes les personnes concernées de leurs droits sur les données traitées. En pratique, vous devez mettre à jour des clauses d'information et des procédures pour leur permettre d'exercer
ces droits tels que l'accès au dossier. Dans le cadre d'un projet tel que la mise en place du dossier de l'usager informatisé, il faut informer les usagers et les professionnels de l'impact de l'outil. Pour les usagers, informer des finalités du traitement, des durées de conservation, des personnes ayant accès aux données sera nécessaire. Donc, il faudra également informer les professionnels en cas de collecte d'informations lors de l'utilisation du logiciel, par exemple la journalisation des accès au logiciel, le traitement de cookies. Toute personne qui peut être concernée par le traitement de données doit recevoir une information claire et complète sur le traitement, les droits et les moyens de faire valoir ces droits. Cette information peut se faire dans le cadre de documents contractuels, dans le cadre du CVS, le Conseil de la vie sociale, du CSE, le Conseil économique et social. Dans ce cas, on vous conseillera de faire une consignation dans le compte-rendu de réunion. On peut également faire une information dans le cadre de chartes d'utilisation ou de procédures. Pour des outils tels que la vidéosurveillance, la vidéoprotection, il y a également des affichages obligatoires complets dans les locaux pour permettre également aux visiteurs d'être informés du traitement. Alors, vous pourrez trouver sur le site de la CNIL des modèles et des exemples de panneaux d'affichage qui doivent comporter un certain nombre de mentions légales. Donc, tout cela participe dans le cadre du Privacy by Design à l'adaptation de votre système d'information à la réglementation et également d'anticiper les obligations d'information sur le contenu du traitement et les obligations liées à l'ensemble de votre projet. Il est important de souligner que l'information est préalable à la mise en place de votre système d'information. Donc, une analyse d'impact est-elle obligatoirement requise lors de la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion du dossier d'usager, par exemple? Donc, selon vous, une analyse d'impact est obligatoire. Donc, oui, en tant que bonne pratique. Une analyse d'impact peut être menée par le fournisseur d'un produit, donc de matériel, d'un logiciel ou d'un service, pour évaluer l'impact sur la protection des données de son produit. Les différents responsables de traitement, donc par exemple les directeurs d'associations, les présidents d'associations, eux, ils pourront de leur côté réaliser une analyse d'impact sur la protection des données, sur l'outil utilisé. Les différents responsables de traitement qui utilisent ensuite ce produit, donc, doivent mener leur propre analyse d'impact. En complément, l'analyse d'impact doit être menée avant la mise en œuvre du traitement. Il doit être donc démarré de plus en plus en amont possible avant le projet. Et il est également nécessaire de revoir cette analyse d'impact de manière régulière, tous les 3 ans, pour s'assurer que le niveau de risque reste acceptable tout au long de la vie du traitement, dans la mesure où l'environnement technique notamment serait amené à évoluer, ce qui nécessitera d'adapter les mesures mises en œuvre. Alors, sur ce principe-là, vous appliquez le Privacy by Design depuis longtemps. On va parler du principe de sécurité et de confidentialité qui implique la sécurisation des données et du traitement. En effet, le responsable de traitement doit garantir la sécurité et la confidentialité des informations qu'il détient. Il doit en particulier veiller à ce que les personnes autorisées aient accès à ces informations. Il doit également garantir la sécurité des échanges et de l'hébergement. Donc, dans le cadre de notre cahier des charges pour notre dossier de l'usager, on va exiger l'accès par mot de passe, la possibilité de créer et de gérer des profils utilisateurs pour permettre le cloisonnement des données. On va héberger les données sur un hébergement données de santé, le fameux HDS. On va mettre en place des sauvegardes régulières et automatiques. On va exiger de notre fournisseur qui nous propose de pouvoir identifier les personnes avec une journalisation lorsqu'il y a des ajouts et des modifications de données. On va également attendre de notre prestataire qu'il intègre une messagerie sécurisée avec un niveau donc, de sécurité approprié au traitement, donc, particulièrement pour les données de santé. Alors la sécurité, c'est également de s'assurer que l'ensemble des intervenants sur le projet apportent un niveau de sécurité suffisant
tels que les sous-traitants au sens du RGPD, avec lesquels il faudra donc contractualiser avec un contrat valide et ajouter une clause de sous-traitance RGPD. Donc là aussi, sur le site de la CNIL, vous pourrez trouver un exemple de clause de sous-traitance. Pour résumer, on voit bien que le principe de Privacy by Design est une approche d'anticipation de la sécurité du traitement des données à caractère personnel. On peut le voir au travers d'un cahier des charges, d'une information préalable ou encore d'une construction réfléchie du projet. Le RGPD cite clairement deux mesures de sécurité, la pseudonymisation et la minimisation. La pseudonymisation consiste à remplacer les données directement identifiantes, telles qu'un nom, un prénom, d'un jeu de données, par des données indirectement identifiantes, telles qu'un pseudo ou un identifiant, un numéro d'allocataire, etc. Autrement dit, cette mesure de sécurité permet ainsi de traiter les données d'individus sans pouvoir identifier directement ces derniers. Et l'anonymisation est à distinguer de la pseudonymisation puisqu'on ne peut plus identifier le caractère personnel de la donnée. C'est une mesure de sécurité qui est réalisée de manière à ce qu'on ne puisse plus attribuer les données relatives à une personne physique sans information supplémentaire. En pratique, il est toutefois bien souvent possible de retrouver l'identité de ceux-ci grâce à des données tierces. Les données concernées conservent donc un caractère personnel, alors que l'anonymisation est irréversible. Autre mesure de sécurité préconisée par le RGPD, le principe de minimisation. Il prévoit que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. À titre d'exemple, collecter et conserver le statut marital d'un salarié n'apparaît pas nécessaire à l'activité de ressources humaines. Le principe de minimisation doit être pris en compte dès la conception du traitement par le responsable du traitement et le cas échéant, son partenaire co-responsable de traitement. Alors, dans le cadre du Privacy by Design, on peut élargir la démarche. En effet, de nouvelles obligations réglementaires s'imposent à nous. Il faut en tenir compte dans l'évolution de nos systèmes d'information. Cette anticipation va permettre aux professionnels de mettre en œuvre plus simplement ces contraintes. Par exemple, vous avez tous entendu parler du Ségur du numérique qui va imposer de sélectionner des logiciels ou des mises à jour de logiciels intégrant les cahiers des charges de l'ANS, donc de l'Agence du numérique en santé. Donc il y a des cahiers des charges MS1, MS2, etc. Ces solutions sont référencées Ségur sur le site de l'ANS. Alors, ces cahiers des charges vont vous apporter plus de sécurité en matière de gestion, d'accès aux données, de partage des données avec les professionnels de santé, mais également entre SMS. Alors, également, vous aurez l'intégration de messageries sécurisées et donc vous pourrez mieux répondre donc à l'ensemble des principes du RGPD. Enfin, vous avez un nouveau référentiel de l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, qui est paru en 2022, donc qui apporte une nouvelle approche de la démarche qualité, donc avec 18 critères obligatoires. Ces critères, donc notamment dans l'objectif 2.2, pour faire un peu de droit, qui évalue votre engagement sur la manière dont les professionnels favorisent l'exercice des droits fondamentaux et les libertés individuelles de la personne accompagnée. Ces éléments doivent être pris en compte dans le cadre du Privacy by Design, donc pour garantir le respect des droits et libertés des personnes accompagnées. Donc là, vous voyez que le Privacy by Design doit être anticipé sur l'ensemble des réglementations de notre secteur d'activité. Donc, en conclusion, le principe de Privacy by Design est un élément de preuve de votre conformité. Il s'intègre dans une démarche de respect des droits et des libertés des personnes dont on traite des données à caractère personnel. Ce principe, il n'est pas une contrainte, il permet une meilleure anticipation des besoins
fonctionnelle d'un nouveau système de gestion et donc d'intégrer dans le cahier des charges les options qui vous permettront de répondre le plus simplement à des contraintes réglementaires. Cette anticipation, comme le disait Patrick, permet de garantir que tous les outils mis en place pour le traitement de données à caractère personnel respectent les droits et les libertés des personnes concernées. Et plus récemment, dans le cadre des évolutions réglementaires du secteur d'activité, nous vous conseillons vivement de garder à l'esprit ce type d'approche. En effet, le nouveau référentiel de la Haute Autorité de Santé apporte des obligations dans ce cadre. Donc, toute l'équipe du cabinet Axence Avocat se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette mise en œuvre du RGPD en tant que délégué à la protection des données ou pour toute information supplémentaire. Nous vous remercions pour votre attention et à bientôt. Merci, au revoir.